Bonjour Rémi. Bonjour Camille. Désolée donc pour ce petit retard, on a eu un petit souci technique. Merci d'avoir patienté quelques instants. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de sport et sommeil. Donc en présence du docteur Rémi Lombard, qui est un médecin spécialiste du sommeil et de la plateforme Charles.co. Donc moi, je suis Camille Andrieux, je suis directrice communication. Charles.co, c'est une plateforme de téléconsultation masculine pour des problèmes principalement sexuels, de sommeil ou de perte de cheveux. Ce qu'on aime, c'est vous donner des informations sur la santé et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on organise ce webinaire. Rémi, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Alors bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on a eu quelques soucis de connexion. Voilà, veuillez m'excuser, je suis navré. Alors Rémi Lombard, moi je suis médecin spécialiste du sommeil. Donc j'ai des diplômes dans les prises en charge de tous les troubles du sommeil, dans la prise en charge de l'insomnie, dans l'hypnose. Et puis du coup, on a réalisé une solution de prise en charge de l'insomnie et du mauvais sommeil sur charles.co pour pouvoir l'offrir à tous. Alors, pour la petite histoire, c'était plutôt né au tout départ à la période Covid, où le nombre de demandes de prise en charge avait explosé et où les cabinets fermaient à cause du Covid. Et donc, du coup, Charles a permis de le proposer au plus grand nombre grâce à cette solution. Voilà. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, on voulait vous parler du sport et du sommeil, parce qu'on reçoit régulièrement des questions à ce sujet. C'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous questionne. Donc, je vais commencer par une première question, Rémi. En quoi le sport influence-t-il notre sommeil? Alors, waouh, grande question. Effectivement, le sport peut influencer le sommeil, mais on a plusieurs axes sur l'influence du sommeil. Parce qu'il y a le sport de courte intensité, le sport le sport que l'on va dire chronique. Alors, le sport de courte intensité pourrait avoir un léger impact sur le sommeil, mais les études sont un peu contradictoires sur le sujet. Tandis que le sport régulier, lui, approfondit le sommeil, augmente la durée de sommeil, le rend plus réparateur, diminue les réveils pendant la nuit. Donc, le sport dans la régularité au quotidien, c'est excellent pour le sommeil. C'est même un des meilleurs médicaments, mais il ne faut pas le dire. Très bien. Et en quoi le sommeil joue-t-il un rôle aussi, à l'inverse, sur le sport? Alors là, ça dépend. Le sommeil va avoir un énorme impact sur effectivement, le sommeil va avoir un énorme impact sur le sport et les performances sportives. Alors là, on va dire qu'un sportif, c'est pas un sportif, mais il y a plusieurs types de sportifs. On va dire d'abord sur la vitesse peut-être. Alors sur la vitesse, on sait que le sport le sommeil va jouer. Alors autrement dit, on a montré par des études que lorsque l'on dormait moins, les tests de rapidité, eh bien, ont montré que les gens étaient plus lents sur le sprint. Mais ça marche pas à tous les coups sur le sprint, ça marche pas à tous les coups sur la force. On a vu sur la force que lorsque les gens faisaient du développé couché ou de l'haltérophilie, eh bien, lorsqu'ils avaient une privation de sommeil la veille, certains avaient une diminution des performances, d'autres non. Donc, autrement dit, pour les très gros spécialistes du sport, quand on vient toucher à la filière que l'on va dire aérobie, il semblerait que le sommeil n'ait pas une grande importance. Tandis que si on parle de l'activité plutôt d'endurance, eh bien là, la filière anaérobie, pardon, si je ne dis pas de bêtises, je les ai confondus. Bref, en tout cas, sur l'endurance, on a montré que lorsque l'on avait une activité, un sommeil de moins bonne qualité, une privation de sommeil, eh bien, le lendemain, on avait un impact sur la durée d'activité. On a vu sur une équipe de volleyeurs qu'il y avait un temps pour arriver à l'épuisement beaucoup plus court, donc ils s'épuisaient beaucoup plus vite. On a vu chez des cyclistes que lorsqu'ils avaient fait une grosse épreuve la veille, que le soir même, ils ne dormaient que 5-6 heures et que le lendemain, ils renchaînaient sur un contre-la-montre, eh bien, ils perdaient 4% par rapport au même contre-la-montre, mais dans des situations de sommeil parfaites. Donc, du coup, effectivement, le sommeil va jouer sur l'endurance. Après, avoir une patate monstrueuse et savoir courir pendant 45 km en continu, ça sert à rien sur un stade de foot si on ne sait pas viser le but.
Donc, il faut une certaine précision aussi. Donc, est-ce que le sommeil influe sur la précision? Eh bien oui, le sommeil va influer sur la précision. Il y a une étude qui est née dans un bar, à mon avis, hein, et cette étude, c'est sur la précision aux fléchettes. Donc, on a montré que lorsqu'il y avait que 5 heures de sommeil la veille d'une compétition de fléchettes, eh bien, du coup, la précision était moins intéressante. Mais on a également montré chez des joueurs de basketball que lorsqu'ils étaient en privation de sommeil, alors c'était des ados, ça veut dire que tout au long de la semaine, ils dormaient, ils accumulaient une privation de sommeil parce qu'ils se couchaient tard pour les entraînements et se levaient tôt pour aller à l'école. Eh bien, au fur et à mesure de la semaine, leur performance diminuait au basket. Et on a montré, quand on augmentait leur durée de sommeil chez ces ados, on augmentait de 9% les performances au lancer franc et de 9,2% au shoot à 3 points. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. De la même manière, au tennis, on a montré que les gens rataient plus leurs matchs lorsqu'ils étaient en privation de sommeil et on augmentait de 36 à 43% la réussite au service au tennis lorsque les gens dormaient plus. Donc, sur la précision, le sommeil est important. Sur l'endurance, le sommeil est important. Sur la force, on n'a pas encore tout à fait les preuves de l'importance. Après, il est vrai aussi que pour pouvoir apprendre des techniques, pour pouvoir apprendre des tactiques au foot, des techniques dans les sports de combat, il faut une certaine qualité d'apprentissage. Et du coup, on sait que le sommeil joue sur l'apprentissage, que ce soit pour les sportifs ou les non-sportifs. Hein, ça d'ailleurs, on récupère la mémoire, on consolide notre mémoire que l'on va dire verbale pendant le sommeil profond et on consolide la mémoire procédurale pendant le sommeil paradoxal. Mauvais sommeil, mauvaise consolidation de mémoire, ça peut poser problème sur les tactiques. Et de la même manière, on sait que lorsqu'on est en privation de sommeil, on va avoir ce qu'on appelle un moins bon contrôle des inhibitions. Donc, ça va être des gens qui, sur le terrain, sont plus impulsifs, prendront des décisions beaucoup plus risquées. C'est pareil pour la vie de tous les jours. Hein, j'ai envie de dire, un chef d'entreprise, s'il est en privation de sommeil, il a plus de risques de prendre des décisions risquées pour sa société. Voilà un petit peu pour nos composantes, on va dire, de sportifs et de la privation de sommeil. Comment la privation de sommeil peut influer sur les performances de nos sportifs. Pardon. Et donc, du coup, c'est ce que notre internaute résumait dans les commentaires. C'est un cercle vertueux. Donc, le sommeil entraîne de meilleures capacités sportives qui, elles-mêmes, vont nous fatiguer et donc demander du sommeil. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est un cercle vertueux. Mais alors, attention. Alors, on n'en a pas parlé, mais sport, sommeil et santé, eh bien, on a montré que lorsque les gens dormaient, alors c'était une étude, c'était moins de 7 heures, il y avait un risque d'attraper une infection à rhinovirus, donc une rhinite, une rhinopharyngite, multipliée par 3 par rapport aux gens qui dormaient plus de 8 heures. Et de la même manière, on a vu que c'était confirmé avec les gens qui dormaient moins de 5 heures, ils avaient 4,5 fois plus de chances d'attraper un rhinovirus que ceux qui dormaient plus de 7 heures. Donc, autrement dit, il va y avoir un impact sur le temps de sommeil, sur la santé. Parce qu'un sportif compétent, c'est un sportif qui est sur le terrain. Ce n'est pas un sportif au fond de son lit en train de se traiter, mais aussi sur les blessures. On a montré, quand il y avait une privation de sommeil, il y avait 70% de plus de blessures, plus de risques de blessures. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le sportif récupère de sa dépense d'entraînement pendant le sommeil. Mais si le sommeil est de mauvaise qualité, il récupérera moins et là, il y a un plus gros risque de blessure. Alors, il y a une notion dans le sport, c'est plus je fais d'entraînement, plus j'augmente ma charge d'entraînement, plus je vais créer une récupération qui va me permettre d'augmenter mes performances. Autrement dit, c'est parce que je lève de plus en plus lourd en musculation que mes muscles sont de plus en plus gros pour s'adapter à la charge que je leur propose et donc améliorer mes performances. Le problème, c'est que si j'augmente beaucoup trop ma charge par rapport à mes capacités, et si ma récupération de sommeil n'est pas assez importante, eh bien là, je n'ai pas une récupération adaptée. On a ce qu'on appelle un dépassement physiologique, on appelle alors le surentraînement. Et le surentraînement, ça se traduit par quoi? Par des troubles du sommeil et en plus une baisse des performances. Donc on ne sait jamais si c'est le sommeil qui est à l'origine du surentraînement ou la charge d'entraînement qui est à l'origine des troubles du sommeil. Mais en tout cas, quand on augmente de 30% la charge d'entraînement, le sommeil est altéré. Ça veut dire qu'on dépasse beaucoup les capacités. Et donc, trop d'entraînement, pas assez de sommeil, ça donne le surentraînement, blessure, baisse des performances. Voilà.
pour faire simple. Et est-ce qu'on a une sorte de plafond? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil de sommeil, ça n'a plus d'influence sur nos capacités sportives? J'imagine qu'on ne peut pas dormir à temps plein pour ensuite faire une grosse épreuve. Ça ne marche pas Non, comme ça? malheureusement, on a aussi ce qui régule notre sommeil. On va dire, on a un temps de sommeil qui est génétiquement programmé et strictement personnel, et celui-ci peut influer légèrement en fonction de la privation de sommeil et de la quantité de sport réalisé. Mais oui, on n'arrive pas à dormir 24 heures non plus, quoi. Donc on a, c'est quand même le temps de sommeil reste individuel, et c'est plutôt la composition à l'intérieur qui va évoluer en fonction de l'activité réalisée. On a une question de la part d'une personne. Est-ce que si on dort trop, à l'inverse, cela peut impacter négativement nos performances sportives? Alors, en vrai, on peut, enfin, comment dire ça, on dort jamais trop. Normalement, on dort ce dont on a besoin. Par contre, si on a l'impression de trop dormir, ou si on a l'impression de se réveiller fatigué ou somnolent, eh bien, alors là, ça veut dire que le sommeil n'est pas réparateur, qu'il y a un problème de sommeil quelconque et il faut aller plus loin. Mais donc oui, si on a un sommeil qui n'est pas réparateur, ça va influer sur les performances sportives, on l'a dit, hein, bien sûr. Et en même temps, si vous dormez, faut faire attention à une notion chez les sportifs. Les sportifs ont toujours l'impression qu'ils ont besoin de moins de temps de sommeil que les autres. C'est pas vrai. Au contraire, ils en auraient besoin d'un peu plus. Donc, si vous avez l'impression de trop dormir alors que vous dormez 8 heures par nuit, vous dormez pas trop. Vous dormez ce dont vous avez besoin, mais vous avez peut-être l'impression de trop dormir. C'était un peu ça le message. Donc, si le sommeil n'est pas réparateur, si vous êtes somnolent de la journée, eh bien, c'est que le sommeil est peut-être altéré. Et donc, oui, ça peut jouer sur les performances. Ou alors, peut-être que le temps de sommeil dont vous avez besoin est celui dont vous avez besoin. Il n'est pas trop ni pas assez, mais vous le considérez comme trop important. Voilà. D'accord. Juste fermer la fenêtre, ça fait trop de bruit. Pardon. Je vois qu'on a pas mal de questions sur le chat, donc j'en profite pour les lire. Pardon, excuse-moi, je t'écoute. Non, pas de souci. Donc la prochaine question est de la part d'un internaute qui nous dit que sur les 24 heures d'une journée, quels sont les horaires conseillés pour faire du sport ou pour dormir, compte tenu de l'activité journalière? Alors, faut pas oublier qui je suis, entre guillemets, et ce que je fais là. En fait, je vous parle comme scientifique. Alors, parfois, les réponses ne seront pas toujours très claires, mais c'est juste parce que je m'appuie sur les études scientifiques qui répondent à la question. Alors, on a une première étude scientifique qui avait montré que le sport, dans les 4 heures avant d'aller se coucher, c'était délétère pour le sommeil. Donc, ça voulait dire que le sommeil était moins bon derrière et que le sommeil mettait plus de temps à venir. Alors, il s'est avéré que cette étude était démontée par une seconde étude qui disait oui, mais dans la première, le sommeil était altéré chez des personnes qui ne faisaient pas de sport et qui se sont remis à faire du sport intensif. Donc, à l'heure actuelle, la Fondation américaine du sommeil est revenue sur ces recommandations en disant, eh bien non, le sport le soir n'a pas spécialement d'influence sur le sommeil en négatif, et donc on préconise de faire du sport n'importe quand dans la journée. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le sommeil. Ça peut l'altérer lors de la reprise de l'activité physique, mais chez quelqu'un qui en fait régulièrement, ça ne devrait pas avoir d'impact sur son sommeil. Voilà, donc je vous réponds avec des études scientifiques. Après, si on part sur la physiologie, on a tous vécu, si on fait des activités trop intenses, trop tardives, on fait monter la température corporelle. On sait que pour s'endormir, il faut une baisse de 1,5 degré de température corporelle. Canicule, il fait très chaud, on a du mal à perdre nos degrés de température, on a du mal à s'endormir. Activité sportive très intense, je fais monter ma température corporelle, douche chaude derrière, je refais monter ma température corporelle, et bien là, pour la baisser, ça peut prendre plus de temps et on peut avoir un peu plus de difficultés pour s'endormir. Donc, on va dire, entre guillemets, normalement, le sport, pas de problème dans la journée. Trop intense, trop tardif, ça peut quand même parfois avoir un impact. Donc, je dirais, faites-en du sport quand vous pouvez, c'est le plus important. Oui. Juste avant d'aller se coucher, si vous pouvez éviter, ce serait quand même mieux. Vaut mieux se lever le matin plus tôt et faire une séance de sport à ce moment-là?
Alors c'est ça, c'est toujours ça l'idée. On doit réussir à faire plein de trucs dans sa journée, manger, bouger.fr, aller faire ses courses, manger soi-même. Donc, mais après on bosse plus quoi. Donc faites-le quand vous pouvez, pourquoi pas le matin. Alors faut savoir que le sport, selon l'heure à laquelle on le pratique, peut avoir un impact sur notre horloge biologique. Donc le sport très tôt le matin aurait tendance à faciliter l'endormissement le soir. Il nous Ok. rendrait plus couche-tôt lève-tôt. Et le sport très tard le soir aurait tendance à retarder l'endormissement et à rendre notre horloge biologique plus couche-tard lève-tard. Donc voilà. Mais oui, pourquoi pas faire tôt le matin, c'est ce que je fais. Voilà. J'ai pas critiqué. Et parce qu'il y a aussi, enfin, c'est ce que tu disais par rapport à la température corporelle, mais il y a aussi, j'ai l'impression, des sports qui peuvent être un petit peu excitants. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien avec le rythme cardiaque, mais type body combat, comme on nous dit dans les commentaires, qui sont des sports très Alors, rythmés. là, on a pas mal on a quelques études sur le HIIT, le High Intensity, Oui, j'ai oublié, je vois j'espère ce me que c'est. retrouver. Voilà, un peu comme le CrossFit, mais en moins chargé, on va dire. Oui, Et effectivement, de toute façon, ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est 5 activités modérées par semaine ou 3 activités intenses. Et donc, du coup, là, on rentre dedans. A priori, c'est pas forcément l'affect qu'on met dedans qui va jouer, mais vraiment la dépense énergétique. Donc oui, peu importe. ok. Alors, mais c'est dur de se lever le matin, comment se motiver? Euh, on est d'accord, on fait ce qu'on peut. En général, la balance, c'est un bon moyen de se motiver. Voilà. High Intensity Interval Training, merci beaucoup, Dalila, pour la réponse. Voilà, donc du coup, non, effectivement, au début, c'est compliqué, mais justement, si vous le faites régulièrement, votre horloge biologique va s'adapter et vous allez vous lever plus naturellement pour faire du sport, mais vous endormirez aussi plus naturellement plus tôt. Voilà, donc c'est moins bon pour les soirées, mais c'est mieux pour la santé. Voilà. Super. Je rebondis un petit peu sur les questions qu'on a reçues par les personnes qui se sont inscrites. On avait notamment un chapitre lié aux insomnies. Alors, avant de commencer, on va dire cette partie-là, est-ce que tu peux nous redéfinir ce que c'est qu'une insomnie Ah oui. et globalement dans les grandes lignes, quoi? Alors, oui, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là, on a dit l'impact de la privation de sommeil chez les sportifs sur leurs compétences sportives. Mais est-ce que les sportifs ont des pathologies particulières que n'a pas la population générale? Alors, la population générale, 46% souffre de son sommeil, se plaint de son sommeil. C'est un baromètre santé de 2005. Et on va dire 20 à 30% se plaint d'insomnie, 9% sévère, c'était professeur Léger, ça. Et dans la population, on a aussi des gens qui souffrent d'apnée du sommeil et de syndrome des jambes sans repos, par exemple. Alors, est-ce que les sportifs sont exempts de toutes ces maladies? Est-ce qu'ils sont protégés de toutes ces maladies? Eh bien, on avait vu que lorsqu'ils sont partis au JO, c'était je crois que c'était Pékin, au JO de Pékin, les sportifs s'étaient plaints de problèmes de sommeil. On s'est dit, bah, Pékin, voilà, le problème, c'est le décalage horaire. Puis ensuite, les JO d'Athènes, on a regardé les consultations, exactement le même nombre de consultations pour troubles du sommeil chez les sportifs aux Jeux Olympiques. Sauf que le décalage horaire n'était pas du tout le même. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même de l'insomnie qui puisse... enfin, c'est pas il semblerait, les sportifs sont soumis à l'insomnie comme les autres, sauf que l'insomnie, ça réduit le temps de sommeil et ça a donc du coup un impact sur leur récupération. Donc, c'est pas spécialement bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insomnie sportif, pas sportif chez tout le monde? L'insomnie, c'est des difficultés pour s'endormir ou des réveils avec des difficultés pour s'endormir à nouveau ou des réveils beaucoup plus tôt que le réveil que l'on s'est fixé. Alors, on peut avoir les trois. On peut aussi avoir dans l'insomnie tout simplement une forte insatisfaction par rapport à son sommeil. Ça, c'est ce qu'on va appeler les symptômes nocturnes. Ensuite, il va y avoir des symptômes la journée qui peuvent être irritabilité, mal-être, fatigue. Ça peut aller jusque la somnolence. On va avoir une plus grande propension aux accidents. Irritabilité, on l'a dit, et pouvant même aller jusqu'à des troubles du moral et des troubles de l'humeur. Voilà, donc il y a plus d'absentéisme aussi au niveau professionnel. Et on parle d'insomnie chronique lorsque l'on a au moins 3 épisodes par semaine depuis plus de 3 mois. Voilà un peu la définition de l'insomnie chez tout le monde. La... Et du coup, quels sont pour les personnes qui souffrent d'insomnie, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller dans un premier temps? Enfin, quelles sont les méthodes recommandées Alors, médicalement?
Bon, voilà. Encore une fois, je viens pas avec mon expérience et compagnie. Là, on est sur du webinaire, donc je m'appuie sur des retours scientifiques et des études scientifiques. Mais là, j'ai tout simplement m'appuyer sur ce que dit la Haute Autorité de Santé, la HAS. La HAS dit, dans l'insomnie chronique, les somnifères sont contre-indiqués au long cours, tandis que la seule thérapie recommandée, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Donc là, ce qu'on propose sur Charles, c'est effectivement inspiré de cette fameuse thérapie cognitivo-comportementale. Donc, là, en quoi ça consiste, la thérapie cognitivo-comportementale? Nous, on l'a faite en 3 modules par séance. À chaque séance, il y a d'abord une première partie science et sommeil, où on se retire de la tête les choses inadaptées que l'on pourrait entendre dans certains médias. Et l'idée, c'est aussi de s'approprier son sommeil et de savoir comment il fonctionne. Deuxième partie, exercice pour améliorer la qualité de sommeil. Et troisième partie, c'est des techniques pour aider à débrancher le cerveau chez ceux qui tournent tout le temps en boucle pendant la nuit. Alors, cette troisième partie, technique pour aider à débrancher le cerveau, ne fait pas partie des thérapies cognitivo-comportementales classiques, mais les études scientifiques ont montré que ça a amélioré les résultats de la thérapie. Donc, sur Charles, on le propose. Alors, des éléments pour améliorer spontanément, on va dire, le sommeil. La première chose, c'est de garder des heures de lever régulières. Alors, comment améliorer le sommeil? Des heures de lever régulières, un coucher régulier à partir du moment où on sent la somnolence arriver. Ensuite, attention aux écrans. Les écrans ont un gros impact sur le sommeil. Donc, évitez tout ce qui va être tablette, téléphone, ordinateur, on va dire de façon globale, dans les 2 heures avant d'aller se coucher. Attention à la caféine, la théine, et alors on va dire aussi les excitants en général. On va plutôt arrêter à 14 heures, puisque la caféine et la théine vont rester 8 à 12 heures dans le sang. Attention à la caféine du coca également. Et puis, bien sûr, là, on est dans le thème sport et sommeil, mais maintenez une activité physique et sportive, c'est indispensable pour avoir un bon sommeil. Voilà, ça va être ça peut passer par de la marche à pied. Enfin, on n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport pour faire Alors, non, là, on est activité vraiment physique. dans les recommandations OMS. C'est au moins 5 marches par semaine. Non, c'est 5 activités modérées par semaine. La marche en fait partie. Qu'est-ce qu'une activité physique modérée? Vous avez raison, c'est une élévation de la fréquence cardiaque, mais avec une capacité à tenir une conversation. Activité intense, c'est élévation de la fréquence cardiaque et incapacité à tenir la conversation. Voilà. Ok, très clair. Donc là, on a parlé des solutions. Tu l'as un petit peu abordé. Je répondais, pardon, excuse-moi. Et pour les personnes donc, qui font beaucoup de sport et qui souffrent d'insomnie, les traitements vers lesquels ils peuvent se tourner sont les mêmes, on va dire, que pour des personnes qui ne sont pas spécialement sportives. Alors, il y a ça. La thérapie, de toute façon, là, je sais pas si j'ai le droit de citer, mais du coup, je vais pas le citer, mais je vais suivre quelques équipes sportives. Et donc, on commence par une thérapie cognitivo-comportementale. Mais comme je l'ai dit, ça, c'est le socle indispensable, population générale, population sportive. Et ensuite, il y a des choses un peu plus spécifiques chez le sportif. On a dit le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement important peut être source de troubles du sommeil. Donc, il faut aussi ajuster le volume d'entraînement. Parfois, pour la performance, c'est donc plus rentable de faire un entraînement de moins et de dormir plus. Vous l'avez compris, ça permettra de mieux récupérer, d'avoir de meilleures performances. Chez les sportifs, des petites choses à vérifier. La douche chaude après le sport, si on la fait tardivement, plutôt une douche tiède. Tempérée, ouais, voilà, on va dire tempérée à tiède avant le sport. Et chez les sportifs qui auraient tendance plutôt à se lever beaucoup pour aller uriner après l'activité physique, il y a encore des choses particulières à vérifier. Donc notamment l'hydratation dans ce cas-là. On sait que quand on fait du sport, on transpire, on perd de l'eau et des sels minéraux. Si on ne boit que de l'eau plate, eh bien du coup, on va faire rentrer que de l'eau, pas les sels minéraux. L'eau ne va pas rester dans l'organisme et on va se lever plusieurs fois pour uriner en ayant toujours la bouche sèche. Donc l'idée, dans ce cas-là, c'est d'avoir des solutions de réhydratation adaptées. Alors je sais qu'ils en vendent des spécifiques pour les sportifs, plus ou moins sucrés. Mais en tout cas, dans le commerce, on trouve facilement c'est ce qu'on appelle de l'eau de Vichy, l'eau Saint-Thior. Tout ça, c'est déjà des choses qui permettent de faire ramener de l'eau et des sels minéraux pour garder l'eau. Donc, 1 ou 2 verres après le sport, c'est déjà pas mal comme base d'hydratation. À titre indicatif, il faut savoir que les footballeurs professionnels, si vous regardez sur les stades, après un match, on leur ramène un milkshake. On surveille de manière
très serré leur alimentation et leur diététique. On leur donne un meal check après les matchs. Bah oui, parce que dedans, du coup, il y a les éléments pour garder l'hydratation qui va suivre. Voilà. Ok. Et dans l'eau gazeuse aussi, il y a plus de sels minéraux? Alors non, c'est faux. C'est ce qu'on croit. C'est pour ça que je dis l'eau de Vichy, parce que la composition est riche en bicarbonate et en sel. Mais si on regarde par exemple l'eau de Perrier, c'est très bien, mais elle est conseillée aux insuffisants cardiaques parce que justement elle est peu salée et elle contient un peu de minéraux. Donc du coup, c'est pas toutes les eaux gazeuses qui sont bonnes pour l'hydratation. Donc c'est une information erronée qui est partagée par un grand nombre. Ah, c'est ça. C'est comme boire de la bière après l'effort. C'est pas bon. Voilà. Ça, c'est une excuse. C'est ça, souvent c'est un truc pour rendre plus convivial, mais ça n'a aucun intérêt pour le sport, voire au contraire, ça va perturber la récupération. Je m'arrête là. On a reçu une question de manière anonyme qui est lorsque le sport est pratiqué en excès, est-ce que ça peut avoir un impact sur la santé et aussi, j'imagine, sur le sommeil? C'est à moi de répondre parce que je vois que tu demandes un vote là sur l'écran. Ah, Voilà. Alors oui, effectivement. Est-ce que le sport en excès va avoir un impact sur le sommeil? C'est bien ce qu'on disait dans les études. Une augmentation de 30% de la charge d'entraînement va avoir un impact sur le sommeil. On s'est rendu compte que les athlètes surentraînés, pour le même temps passé au lit, vont voir leur temps de sommeil raccourcir et leur réveil pendant le sommeil augmenter. Donc du coup, un surentraînement va aussi être à l'origine d'un temps plus court de sommeil, donc ça va favoriser l'insomnie, le sommeil moins réparateur. Donc trop d'entraînement, ça peut nuire au sommeil. très bien. Sur une autre thématique qui est plutôt sur les bénéfices du sport, est-ce que quelqu'un qui va faire du sport de manière régulière va mieux dormir? Alors oui, tout à fait. Donc là, lorsque l'on fait du sport de façon régulière, les études ont montré que ça avait pour impact d'augmenter la durée de sommeil. Alors c'est pas, on va pas augmenter d'une heure, mais ça augmente globalement la durée de sommeil. Ça augmente la durée du sommeil profond et la profondeur du sommeil profond. Et le sommeil serait donc plus récupérateur lorsque l'on a une activité physique régulière et on a moins de réveil pendant la nuit. Une fois qu'on s'est réveillé, une fois qu'on s'est endormi, il y a moins de réveil pendant la nuit lorsque l'on a une pratique d'activité sportive régulière. Donc, c'est bon pour la santé. Si on devait lister d'un côté, on va dire les bénéfices et de l'autre les inconvénients du sport par rapport au sommeil, est-ce que tu aurais une liste à faire pour chaque partie? Non, le sport est bon pour le sommeil est bon pour le sport. Ce serait comme dire, je dois choisir entre boire ou manger. Ben non, il faut les deux. Donc du coup, il faut les deux. Très grossièrement, à l'époque, on mourait parce qu'on se lavait pas et du coup, on avait on mourait d'infection. Maintenant, on a tous intégré l'importance de se laver tous les jours pour ne pas mourir d'infection. Et bien maintenant, nos métiers, nos vies sont plus sédentaires. On va donc mourir plutôt de notre sédentarité et de pathologies cardiovasculaires. Il faut que, comme la douche, on intègre le sport de manière régulière dans notre quotidien. Donc non, le sport est important. Et effectivement, on dit pour la santé, manger, bouger, c'est important, mais il faut aussi dire dormir parce qu'on a montré privation de sommeil, risque plus important d'accident, risque plus important d'infarctus, d'hypertension artérielle. Voilà. Donc du coup, pour la santé, dormir, c'est aussi important. Donc il ne faut pas opposer sport et sommeil, mais au contraire, favoriser sport et sommeil. Voilà. Très bien. Si tu devais donc donner le meilleur moment d'un point de vue scientifique pour faire du sport, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que scientifiquement, il y a un moment qui est plus propice au sport qu'un autre moment dans la journée? Alors, notre sommeil est régulé par deux éléments. Ça va être le premier, l'horloge biologique, le second, ce que l'on appelle la pression de sommeil. Et donc, du coup, on a montré que globalement, la pression de sommeil, globalement, on a montré que l'horloge biologique gère nos périodes de vigilance dans la journée. Et du matin jusqu'à midi, notre horloge biologique nous rend de plus en plus vigilants. Ensuite, on a un petit décroché entre 13 et 15 heures, donc ce qui veut dire d'ici peu, moi, je vais m'endormir parce que mon horloge biologique me dit que c'est le moment où je suis moins vigilant. Et ensuite, de l'après-midi jusqu'au coucher, la vigilance va diminuer.
Donc, à partir de là, il semblerait que ce soit plus intéressant de faire du sport le matin pour avoir une meilleure performance. Ensuite, on a vu que la pression de sommeil, plus je dépense d'énergie, plus je fais d'activité, plus ma pression de sommeil et l'envie de dormir va augmenter. Donc, plus je vais faire tard le soir, plus j'aurai de pression de sommeil, moins ma performance va être importante. Voilà, ça c'était. Alors, juste pour vous donner une étude que j'ai trouvée géniale, ils avaient fait une étude sur, je crois que c'était les footballeurs américains ils avaient comparé les réussites des footballeurs américains côte ouest, centre et côte est des États-Unis. Et ils avaient montré qu'en raison du décalage horaire et de l'horloge biologique, eh bien, du coup, les Américains footballeurs de la côte ouest gagnaient beaucoup plus de matchs. Parce que quand eux, ils se déplacent vers l'est, eh bien, l'activité a lieu plus tôt dans l'après-midi. Tandis que quand ceux de l'est se déplacent vers l'ouest, l'activité avait lieu beaucoup plus tard le soir et c'était beaucoup plus crevés et ils loupaient plus leur match. Et ensuite, il y a une seconde étude qui a été faite sur la NHL. Sur 40 ans de match, ils ont trouvé exactement les mêmes résultats. Vaut mieux faire du sport sur la côte ouest que sur la côte est. Voilà. Donc, pour confirmer un peu ce qu'on se raconte, l'idée, tard le soir, les performances sont un peu moins importantes. Super. Et est-ce que, alors, à l'inverse, il y a des sports qui peuvent aider à trouver le sommeil le soir? Je sais que parmi les techniques un petit peu relaxantes, etc., on a déjà parlé de ça dans un précédent webinaire, mais est-ce qu'il y a des sports que tu conseillerais pour des gens qui ne trouvent pas le sommeil ou qui aimeraient se détendre avant le coucher? Alors, on va dire tout simplement, en fait, du sport, ça va améliorer, ça va permettre de se détendre. Si on est plutôt anxieux, il vaut mieux faire le sport après la journée de travail pour justement éliminer la pression. Après, les yogas, alors je dis bien les yogas parce que si j'ai bien compris, il y a plusieurs types de yoga. Il y a du yoga dynamique, il y a du yoga pas dynamique. Donc, du coup, je suis pas assez expert pour dire si le yoga serait bon pour le sommeil. Mais il semblerait que le yoga et le qigong seraient des sports plutôt à favoriser pour le sommeil. Voilà. Mais voilà, les études sont pas très puissantes sur ce sujet, mais ça pourrait être intéressant. Ok. Très bien. Il y a le pilate aussi, je crois, qui peut être conseillé dans les sports un peu calmes. Mais après, voilà, donc vous le faites pas juste avant d'aller vous coucher, il n'y a pas de souci, c'est comme n'importe quel sport. Et puis, encore une fois, peu importe ce que je vous conseillerais comme sport, si si vous mesurez 1m60, vous allez peut-être pas aller taper dans le rugby et le basket. Et si vous aurez peut-être pas envie d'aller faire de la danse classique si vous faites 2m50, quoi. Enfin, j'exagère, mais voilà, on fait le sport qui nous convient, qui nous plaît pour pouvoir le faire le plus possible et le sport dans lequel on s'épanouit le plus, quoi. Donc, faites quelque chose qui vous plaise, c'est ça le plus important. On a reçu une question que je trouve assez pertinente. Alors, c'est assez binaire, mais est-ce qu'on peut considérer le sport comme un excitant ou comme un tranquillisant? Bah, effectivement, alors le problème, c'est on peut avoir, passer la demi-heure d'activité physique, on va sécréter de la dopamine, qui est une hormone plutôt du plaisir, donc qui serait plutôt apaisante. Mais à l'inverse, on a montré que lorsque l'on réalisait de l'activité sportive, on avait des meilleures performances intellectuelles dans les 2 heures qui suivent. Et quand on fait de l'activité sportive régulière, on augmente les performances intellectuelles de façon régulière. Ce qui veut dire que ça peut avoir un effet excitant également. Dans certains sports, on va avoir des sécrétions d'adrénaline. Donc, le sport peut également être excitant. Voilà, c'est bon pour la santé, mais l'utiliser que pour une fonction, c'est un peu délicat. Mais oui, bien sûr, quand vous vous levez le matin à 6h30 et que vous êtes dans le dur et qu'après le sport, vous avez la patate, on peut carrément dire que le sport a des vertus excitantes. Et quand vous avez fait une journée de randonnée, vous allez être beaucoup plus en difficulté et le soir, vous allez tomber comme des masses et on pourra dire que le sport aura une vertu somnifère dans ce cas-là. Mais voilà, c'est plus lié à la dépense. Et sur le principe de la récupération, pardon, sur le principe de la récupération, est-ce que il vaut mieux dormir juste après une séance ou laisser passer quelques heures? Est-ce qu'il faut faire des micro-siestes? C'est des questions qu'on a reçues Alors, de j'ai pas manière de. assez. Alors, c'est super délicat parce que du coup, les études sont compliquées à mener parce que, on peut pas empêcher les gens de dormir la nuit pour juste leur faire une sieste. Donc, c'est un peu délicat. J'ai pas la réponse. Alors, sur la mémoire, j'avais une étude sur le sujet. Sur la mémoire, ils avaient montré que, bah oui, si on faisait une grosse sieste juste après des épisodes d'apprentissage, ça améliorait la consolidation de la mémoire. Là, sur le sport, j'ai pas les études. Mais globalement, on a envie de dire, de tous les cas, avec la récupération a lieu juste après ou le soir à la suite, je pense que ça ne doit pas avoir de gros impacts. Par contre, une sieste d'une vingtaine de minutes va augmenter la vigilance. Donc, si on est un peu fatigué par le sport qu'on a fait le matin, faire une petite sieste de 20 minutes
améliorera la vigilance pour le reste de la journée. Donc, ça peut être rentable pour augmenter sa vigilance. Après, savoir si ça va améliorer clairement la performance, je n'ai pas d'études claires sur le sujet. Super, merci beaucoup. On a reçu une autre question dans la boîte à questions qui est: quels conseils pouvez-vous donner pour reprendre le trail long avec des nuits où l'on doit rester éveillé et que l'on subit ou on a subi des épisodes d'insomnie? Alors, on va pas se mentir, quand j'ai vu la question sur le trail nocturne, j'ai dit waouh, j'en ai aucune idée, je vais aller potasser. Et bien alors en fait, je sais plus si c'est un homme ou une dame, mais on va pas se mentir, j'ai pas beaucoup d'études sur le sport de nuit, parce que ça existe pas en fait, on a pas d'études sur le sujet ou très peu. Alors la seule chose qui va s'en rapporter, ça va être le travailleur posté ou les matchs de foot un peu tardifs après 21h. Mais du coup là, il faudrait vraiment se faire une consultation sur le côté. Ça dépend si le trail est long ou court, si vous êtes plutôt couche-tôt, lève-tôt, couche-tard, lève-tard, parce que du coup, on pourrait essayer de décaler un peu la phase pour s'améliorer si c'est une grosse compétition. Mais là, ça devient hyper spécifique. Voilà, ça devient trop compliqué. Par contre, pour tous les sportifs qui ont la trouille parce que la veille d'une grosse épreuve, ils font des insomnies, eh bien, en fait, on a aussi montré que c'était la qualité de sommeil sur les temps avant qui était très intéressante. Donc, il faut avoir un bon sommeil. Et puis, si à cause de l'anxiété de louper la performance, vous dormez un peu moins bien, c'est moins grave si le sommeil avant a été de bonne qualité. C'est plus grave si, par contre, ça arrive alors que vous êtes déjà en privation de sommeil de base. Donc là, la première des choses serait de gérer son sommeil en base. Si vous souffrez d'insomnie en base, eh bien, du coup, voilà, prenez-vous en charge sur l'insomnie. Essayez les 5 conseils pour avoir un meilleur sommeil. On a dit les 5 premiers conseils, c'est garder des levers réguliers, allez vous coucher lorsque vous sentez la somnolence et à des heures plutôt régulières, évitez les excitants café, thé, coca plutôt après 14 heures, évitez les écrans, tablettes, téléphones, ordinateurs dans les 2 heures avant d'aller se coucher. Attention à la douche après le sport, ça c'est plus spécifique pour nos sportifs. Attention à l'hydratation, c'est important aussi. Et après, si vous n'arrivez pas à vous endormir dans les 20 minutes, sortez de la chambre, reprenez une activité calme et retournez vous coucher lorsque vous piquez du nez. Ça, mettez bien ça en place. Si ce n'est pas suffisant, il faut se lancer dans la thérapie cognitivo-comportementale. Super. Et donc, globalement, en fait, la préparation d'un événement sportif assez intense, elle ne commence pas la veille au soir sur le plan Non. du sommeil, mais plusieurs semaines ou jours avant. Est-ce que tu as... J'ai presque envie de dire que c'est plus important d'avoir un bon sommeil pendant l'entraînement. C'est là que vous allez du coup acquérir les performances, la masse s'il y a besoin. Alors oui, on n'a pas parlé de dopage et sport, mais allons-y. Pourquoi je vous dis ça c'est que en fait, vous avez tous entendu parler de 2 hormones utilisées régulièrement par les sportifs. L'hormone de croissance qui est anabolisante, qui fait prendre de la masse musculaire, et ensuite la cortisone qui du coup permet de ne pas sentir la fatigue, qui permet de ne pas sentir la douleur, qui permet d'améliorer l'apport en glucose des sucres, donc du coup d'améliorer la performance et la récupération. 2 hormones dopantes. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que du coup, par un bon sommeil, on peut mieux les sécréter. Il faut savoir que l'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil profond. Donc du coup, avoir un bon sommeil profond, on a plus d'hormones de croissance et une meilleure récupération. C'est pour ça que moins de sommeil, moins d'hormones de croissance, moins de récupération. Deuxièmement, la cortisone également, si on a un rythme plus régulier, il semblerait qu'elle soit sécrétée de manière plus intense. Donc vous voulez vous doper naturellement, eh bien dormez tout simplement mais dormez d'un bon sommeil. Là, ça fait partie des choses importantes. Là, du coup, je pense que c'était tu avais dans les questions sur le sport et sommeil. Est-ce que les sportifs ont d'autres pathologies? Eh bien, c'est pas parce qu'ils sont sportifs qu'ils sont exempts de toute autre pathologie. On a montré notamment chez les rugbyman et chez les footballeurs américains avec des coups larges qu'il y avait plus d'apnée du sommeil que dans la population générale. Ils avaient montré, je crois que c'était de l'ordre de 14%, alors qu'on a plutôt 10% des femmes, 15% des hommes. Là, on était plutôt de l'ordre de 14% chez les gens avec un coup large. Donc, l'apnée du sommeil, c'est possible chez le sportif. Ensuite, le syndrome des jambes sans repos, c'est le fait d'avoir besoin de bouger les jambes le soir surtout, au repos seulement, et on est soulagé par le mouvement. Eh bien, à ces gens, on conseille d'aller marcher et de marcher pour essayer d'améliorer les symptômes ou de faire du sport pour améliorer les symptômes. Mais on s'est rendu compte chez eux que le sport trop intense, trop tardif augmentait les symptômes. Et bizarrement, quand on va voir du côté des marathoniens, on se rend compte que les marathoniens ont plus de syndrome des jambes sans repos
que le reste de la population. Ils tournent autour de 13%, alors que la population générale, c'est 8,5%. Donc voilà, ils ont des pathologies spécifiques aussi, les sportifs, l'apnée, le syndrome des jambes sans repos, l'insomnie. Voilà, il ne faut pas hésiter à consulter si vous avez des plaintes en rapport avec tous ces éléments. Et est-ce que, à l'inverse, par exemple, les personnes qui font du sport, peut-être statistiquement, ont moins de problèmes de poids, est-ce que le poids peut entrer en jeu dans le sommeil ou ça n'a pas de lien particulier? Alors, le poids, toutes causes confondues, sans pathologie, lorsqu'il y a de l'obésité, il y a plus de fatigue et de somnolence que chez les mêmes personnes sans obésité. Donc, le poids est un facteur de fatigue et de somnolence. Donc oui, on est tout à fait d'accord. Mais on a aussi montré qu'à poids équivalent en obésité, lorsqu'il y avait une activité physique, ça réduisait la fatigue et la somnolence, indépendamment de la perte de poids. Ce qui veut dire que le sport, c'est bénéfique. Avoir un poids de corps correct, c'est encore mieux. Voilà. Alors, les 10 000 pas par jour, j'ai pas... Alors, attends, quelle est la question? C'est est-ce que 10 000 pas par jour, c'est vraiment suffisant pour l'activité sportive quotidienne? J'avais lu que les fameux 10 000 pas par jour étaient en fait un argument commercial au départ. En fait, c'était le premier podomètre qui pouvait afficher 10 000 pas et plus. Et donc, du coup, l'objectif était d'atteindre les 10 000 pas. Donc, c'est plutôt un argument commercial qui est resté dans les langages et dans la conscience collective. Mais j'avoue ne pas avoir l'élément exact, la quantité de pas exacte à réaliser par jour. Mais effectivement, avoir une activité physique, c'est important. Une dépense énergétique de base, c'est important. Donc, activité physique, c'est si vous êtes bûcheron, couper du bois, c'est de marcher dans votre entreprise, c'est de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est de prendre le vélo plutôt que le transport en commun, c'est de l'activité physique. Au niveau sport, bon, voilà, c'est quand on fait dans la démarche de faire des performances. Donc, ça va être effectivement marche d'endurance ou alors footing ou toute autre chose. Donc, l'activité physique, c'est important. L'activité sportive, ça l'est tout autant. Super. Donc, en effet, c'est déjà mieux que rien de faire 10 000 pas. Après, il faut voir le temps que ça représente. C'est très bien, mais ce serait peut-être même plus que ce qu'il faudrait en base, en fait. C'est ça la surprise. Mais j'ai plus les stats en tête, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Super. Est-ce que, je reprends les questions qu'on a reçues. Comment atteindre le minimum de temps pour le sommeil? Ou est-ce qu'il y en a un minimum? Alors, qu'est-ce qu'on appelle par minimum de temps? Est-ce que c'est le temps d'endormissement ou est-ce que c'est le temps de sommeil total? Alors, j'y viens justement. C'est typiquement une question de sportif, ça. Pour rentabiliser le temps au maximum. C'est ça, on optimise la performance physique, on optimise le temps de sommeil. Et en fait, du coup, le problème, c'est que de vouloir réduire son temps de sommeil, eh bien, on va dans le mur. On l'a vu, hein, réduire le temps de sommeil, vous réduisez votre capacité de récupération, vous risquez le surentraînement. Là, il n'y a qu'une catégorie de sportifs avec qui j'en discute et encore, voilà, ça va être les navigateurs au long cours. Lorsqu'ils vont commencer à arriver dans certaines zones, on sait que le temps de sommeil va être minimum et va être grandement réduit. Et on apprend beaucoup grâce à eux d'ailleurs, parce que c'est des privations de sommeil extrêmes. Mais voilà, là, si vous n'êtes pas soumis à ces régimes-là, évitez de réduire votre temps de sommeil et maintenez, c'est une vue de l'esprit que de vouloir réduire son temps de sommeil. Alors globalement, 80% de la population a besoin de 7 à 8 heures de sommeil, 10% moins de 6 heures, 10% plus de 9 heures. Le problème, c'est que 30% de la population tourne en dessous des 6 heures de temps de sommeil et on sait que du coup, c'est quand même un risque d'accident, d'hypertension artérielle, de dépression. Donc, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Bien sûr, vous allez y arriver, mais vous allez le payer, c'est ça le message. Oui, c'est ça. Le sommeil, c'est vraiment un pilier de notre santé globale. Essayez de réduire votre consommation d'eau à 1 verre d'eau par jour. Ok, vous allez y arriver, mais à un moment, vous allez le payer. C'est pareil pour le sommeil. C'est un besoin, comme la consommation d'eau. Il faut savoir écouter ses besoins. On a une autre question qui est, notamment pendant les périodes d'hiver, on a une fatigue plus intense qui peut s'installer. Est-ce que dans ces moments de fatigue intense, il serait recommandé de plus faire du sport et quitte à se forcer à en faire? Alors, pourquoi? D'abord, pourquoi plus l'hiver que l'été? Alors, vous avez raison. Pourquoi est-ce que la fatigue s'installe plus l'hiver? Eh bien, on est des animaux diurnes. On l'a dit, notre horloge biologique est régulée par la lumière. Et l'hiver, on a moins de luminosité. On est donc moins bien régulé. Donc, l'un des premiers traitements, ce serait quand même de vous partir en Guadeloupe tous les hivers.
Si ce n'est pas possible, la luminothérapie, c'est pas mal. Et l'activité physique et sportive, c'est également très bien pour essayer de s'activer, mais dans ce cas-là, tôt le matin. C'est là qu'elle aurait ses vertus, l'activité sportive. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est super. On a reçu en parallèle une question concernant l'anxiété. Donc, une personne qui se dit anxieuse et notamment qui vit des problèmes de sommeil, d'insomnie. Est-ce que, comme ça, simplement, tu aurais des techniques pour mieux gérer son anxiété et pour, du coup, mieux dormir? Alors, je crois que j'ai capté une question sur deux à cause des problèmes de réseau, mais c'est pas grave. Si j'ai bien compris, c'est anxiété et insomnie, c'est ça? Oui. Oui. Alors, du coup, effectivement, moi, j'incite tous mes patients à faire du sport après leur activité professionnelle, ne serait-ce qu'une petite marche d'une demi-heure pour essayer de faire soupape avec l'anxiété de la journée professionnelle. Ensuite, pour tous ceux qui refont leur journée pendant qu'ils sont couchés dans leur lit, eh bien, à ces gens-là, je leur dis, prenez un cahier et sur ce cahier, notez tous les problèmes à résoudre. Comme ça, vous laissez le cahier au travail et quand vous allez vous coucher, les problèmes sont restés au travail, vous n'avez plus à ruminer. Ou alors, pendant le sport, encore une fois, listez des problèmes. Comme ça, à la fin de la séance de sport, les problèmes sont listés. Vous n'avez plus à les gérer pendant le sommeil. Ensuite, l'anxiété, on en parle. Enfin, voilà, on en parle beaucoup pendant la thérapie, mais il faut effectivement apprendre à la gérer. Donc, on a vu par le sport et aussi par des activités calmes dans l'heure ou les 2 heures avant d'aller se coucher. On peut avoir effectivement lecture, musique, mandala, c'est les coloriages pour adultes, les consultations des collections, si vous avez des collections de photos ou de timbres ou de panini, vu qu'on est chez les sportifs, il ne faut pas hésiter à les consulter. Ensuite, ça va vous permettre de vous détendre. On va avoir tout ce qui va être auto-hypnose, méditation, sophrologie, relaxation. Tout ça, ça peut aider à se détendre et à gérer l'anxiété. Ce sont des bonnes choses. Alors, si on repart sur les études, encore une fois, seul dans les études, ce n'est pas suffisant pour gérer l'insomnie. Associé à la thérapie cognitivo-comportementale, ça améliore grandement les résultats de la thérapie. Donc, c'est forcément encouragé. Ok, très intéressant. Et donc, du coup, j'ai mis le lien un petit peu plus haut si jamais vous êtes intéressé par le programme sommeil qui, justement, recense un peu tous ces conseils, etc., pour mieux gérer son anxiété et plus généralement vaincre les insomnies. Dans les autres questions qu'on a reçues, il y en avait plusieurs qui étaient liées à l'activité sexuelle et au sommeil. Donc, on avait déjà fait un webinaire qui était dédié à ce sujet-là. Mais est-ce que on peut considérer que l'activité sexuelle est bénéfique pour trouver le sommeil? Alors, excuse-moi, ça a coupé, je t'entends, c'est pas grave, mais si j'ai bien compris, est-ce que l'activité sexuelle aide à trouver le sommeil, c'est ça? Alors, alors, comment dire? L'activité sexuelle va s'accompagner d'une sécrétion d'endorphine qui va, elle, faciliter le sommeil, mais il semblerait que ce soit plus vrai chez les hommes que chez les femmes. Les études sont quand même pas super fréquentes parce que vous vous doutez bien qu'on n'a pas beaucoup de cobayes qui veulent faire leur activité sexuelle devant la caméra et se faire enregistrer leur sommeil dans la foulée. C'est un peu gênant. Donc, du coup, on a quand même pas énormément d'études sur le sujet. Mais oui, on a même retrouvé des personnes qui se masturbent systématiquement avant d'aller se coucher parce qu'elles ont cette fameuse sécrétion d'endorphine qui leur permettent de s'endormir. Mais à partir du moment où cette activité est nécessaire pour s'endormir, c'est que peut-être il y a un souci de sommeil derrière qu'il faut corriger aussi. Mais donc, pourquoi pas, en tout cas, on va dire que dans la thérapie, on conseille aux gens de réserver la chambre au sommeil ou à l'activité sexuelle, bien évidemment. Voilà. Ok, super. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. De toute façon, pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir le webinaire sur notre chaîne YouTube qui, justement, était dédié au sujet où on l'avait mené avec un médecin sexologue, Gilbert Boujaoudé, de manière croisée avec Rémi Lombard pour un petit peu démêler le vrai du faux sur les sujets sommeil et sexualité. Je suis désolé, moi ça coupe pas mal. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un mauvais réseau ou est-ce que c'est toi qui as un mauvais réseau, Camille? Alors, si les gens peuvent me dire, je ne sais pas si ça coupe pour les autres. Alors, en tout cas, il faut savoir que la sécrétion d'endorphine, donc c'est une morphine qu'on sécrète nous-mêmes, eh bien, peut s'accompagner du coup d'un plus grand relâchement musculaire. Et ce relâchement musculaire
peut être à l'origine de plus de ronflements. Donc, c'est encore plus agaçant, parce que je lisais les réponses, c'est agaçant quand monsieur s'endort après. Et en plus, s'il se met à ronfler à cause de ça, c'est encore plus agaçant, je le sais. Voilà. Donc, du coup, là, c'était pour répondre à tout ça. Super. Est-ce que tu m'entends bien là? Là, je t'entends bien. Ouais. OK. On avait aussi des personnes qui, se demandaient, par exemple, avant un match de rugby, de foot, quelles sont, on va dire, les recommandations, sommeil, est-ce qu'il faut aller se coucher plutôt tôt? Est-ce qu'il faut aller se coucher quand on ressent, le sommeil? Enfin voilà. Alors ouais, bien sûr, essayer d'augmenter artificiellement son temps de sommeil, c'est super compliqué. Si vous n'en avez pas le besoin, vous dormirez pas. Par contre, se mettre dans de bonnes conditions pour bien dormir, bien sûr, j'ai envie de dire comme au quotidien et encore plus à ce moment-là. Donc là, avant un match de foot, un match de rugby, n'oubliez pas que c'est l'heure de lever qui va déterminer l'heure de coucher. Donc, gardez une heure de lever la plus régulière possible. Si vous vous levez plus tard ce jour-là, le soir, vous ne saurez pas vous endormir. Donc, lever régulier. Allez vous coucher lorsque vous ressentez la somnolence. Pour bien ressentir la somnolence, évitez les écrans, tablettes, téléphone, ordi dans les 2 heures avant d'aller se coucher. Évitez les excitants, café, thé, coca à 14 heures, on va dire à peu près. Et attention à la qualité de sommeil. Donc, attention à votre alimentation ce soir-là. Pas trop gras, pas trop copieux, et essayez de laisser entre 3 et 4 heures entre le moment où vous mangez et le moment où vous dormez. Et est-ce que, l'heure de lever, donc qui doit être régulière, il vaut mieux qu'elle soit un certain nombre d'heures avant l'événement sportif ou peu importe? Alors, je vous ai parlé de ma côte est, de ma côte ouest et des décalages horaires. Alors, ça va dépendre du moment auquel aura lieu l'événement sportif, forcément, et ça dépend aussi de votre horloge biologique. Donc, je peux vous dire, ah ouais, non, mais super, avant un match à 21 heures, il faut réussir à vous lever à 11 heures du mat. Si vous vous levez toute la semaine à 7 heures du mat, vous n'arriverez jamais à vous lever à 11 heures. Donc, déjà, suivez votre horloge biologique. Et après, effectivement, quand les matchs se font à l'étranger ou sur un autre fuseau horaire, on va commencer à décaler plusieurs jours avant l'arrivée sur le territoire, l'horloge biologique des joueurs. Et sur le territoire, on va caler l'horloge biologique à l'heure et au fuseau horaire du match. Donc, du coup, oui, effectivement, mais ça demande une prise en charge un peu plus complexe, on va dire ça comme ça. Mais globalement, garder des heures de lever régulières, c'est ce qui marchera le mieux. Pourquoi pas une heure de décalage grand max, voire 2 heures grand max le jour J si vous jouez tard le soir. Ça posera pas de problème. Au contraire, ça améliorera. Et une sieste, c'est indispensable. Enfin, c'est pas indispensable, mais ça améliorera la vigilance. Et alors là, c'est un conseil qu'on emprunte aux travailleurs postés. Pourquoi pas faire une sieste de 20 minutes, j'insiste, dans les 2 heures avant le match. Ça peut augmenter la vigilance et ça peut augmenter les performances. Donc, même si la sieste, elle est à 18 heures, hein, pas de souci. C'est pas les plus performantes, mais ça peut aider. OK. Alors on a reçu une question, de manière anonyme, mais elle est pas très claire. Donc si la personne peut un petit peu plus expliquer ce qu'elle veut, parce que c'est difficile à comprendre. En parallèle, je continue avec les questions qu'on avait reçues en amont de l'événement. Faut-il faire du sport tous les jours pour améliorer sa durée de sommeil, pardon? Ou alors, au contraire, faut-il faire du sport, 1 jour sur 2, 1 jour sur 3 pour avoir une meilleure qualité de sommeil? Alors là, ça dépend du sport pratiqué. Il semblerait que dans les sports type CrossFit, HIIT et compagnie, mieux vaut faire du sport 1 jour sur 2. En tout cas, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour la haute intensité, c'est 3 fois 20 minutes par semaine. Et pour l'intensité modérée, c'est 5 fois une demi-heure. Donc du coup, vous allez me dire, bah ouais, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc du coup, pourquoi pas augmenter? Et si je marche tous les jours, a priori, marcher tous les jours ne devrait pas poser de problème. Par contre, de la haute intensité tous les jours, on risque de dépasser nos capacités de récupération, de basculer sur le surentraînement, d'entraîner un moins bon sommeil. Et donc, du coup, ce serait contre-productif de la haute intensité tous les jours. Super, merci. On a reçu une nouvelle question, notamment avec les changements d'heure qu'on vit encore, sur notre continent, à savoir l'heure d'hiver, l'heure d'été. Est-ce que, tu as des conseils pour que ça impacte le moins possible, notre sommeil? Alors le conseil, c'est pas pour vous, c'est pour le gouvernement. Ce serait bien de rester toujours à la même heure, hein. Les animaux ne changent pas d'heure selon selon que ce soit l'été ou l'hiver. Alors l'idée, alors
quand on doit se coucher plus tôt et se lever plus tôt, l'idée c'est de se mettre, de continuer à aller se coucher lorsque l'on perçoit la somnolence et de se mettre d'emblée à l'heure de lever imposée. Et quand on se couche plus tard et qu'on se lève plus tard, de la même manière, mettez l'heure de lever à l'horaire de lever imposé et allez vous coucher, essayez de tirer en allant vous coucher un peu plus tard, en poussant un peu plus tard dans ce sens-là. Donc, il y en a un qui est plus facile à mettre en place. Couche tard, lève tard. En général, on s'adapte beaucoup plus vite. Enfin, quand on se couche plus tard et qu'on se lève plus tard, on s'adapte beaucoup plus vite. Par contre, quand on se couche plus tôt et qu'on se lève plus tôt, ça met un peu plus de temps. On a même montré qu'il y avait plus d'accidents de la route le lundi matin lorsqu'il y a le changement d'horaire parce que les gens qui sont déjà un peu limite, si on leur retire encore une heure, eh bien, ils se retrouvent dans une grande privation de sommeil. La privation de sommeil, c'est à l'origine d'un retard au niveau des réflexes. Donc, du coup, plus d'accidents de la route. Et est-ce qu'on sait d'où ça vient, ce changement d'horaire, heure d'été, heure d'hiver? Alors, empiriquement, je crois que c'était pour des histoires de consommation d'énergie. Globalement, l'hiver, si je dis pas de bêtises, on retarde l'horloge de manière à mettre Moins plus tard utiliser la lumière l'électricité? le matin. Et tandis que l'été, voilà, du coup, comme les jours sont plus longs, on revient à avancer l'horloge. Voilà. Si je dis pas OK, de bêtises. et je crois que le projet, c'est qu'on arrête justement ce changement d'heure, mais je ne sais pas quand est-ce que ce sera effectif. Alors, les chronobiologistes et les spécialistes du sommeil sont un peu ennuyés parce que du coup, ils ont demandé à la population ce qu'il fallait faire. Alors que du coup, il y a des études scientifiques qui sont clairement pour un des fuseaux horaires. On a montré que globalement, il fallait se rapprocher le plus possible du fuseau horaire du soleil. Donc, pas de nos envies de se coucher plus tard, de se lever plus tard pour profiter le plus de la lumière pour l'apéro et le barbecue l'été, mais plutôt de rester en phase avec le soleil, ce qui permet de mieux réguler notre horloge biologique. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, notamment Simon qui avait une question sur les exercices physiques appropriés pour trouver le sommeil. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est un peu au choix de la personne. Faites le sport que vous aimez et qui vous donne du plaisir. Faut pas se forcer à en faire un en particulier. C'est ça, faites ce que vous aimez, c'est ce qui est le plus rentable parce que c'est celui que vous pratiquerez tout au long de votre vie, c'est ce que vous aimerez, pas ce qu'on vous impose. Super, je trouve qu'on a répondu déjà à beaucoup de questions. Est-ce que tu as des conseils sur la récupération sportive? Non, enfin c'est pas plus que ceux que l'on a déjà évoqués. Donc pour bien récupérer, attention au volume d'entraînement, attention au temps de sommeil, respectez-les. On a montré là, je vous avais montré l'étude sur les cyclistes, quand il y a une grosse activité physique, un temps de sommeil plus court et que l'on réenchaîne sur une grosse activité physique, eh bien les performances sont grandement diminuées si le temps de sommeil n'est pas adapté. Donc ayez un temps de sommeil adapté, ayez des habitudes de sommeil favorables à un bon sommeil, notamment au niveau des excitants, des écrans et de l'alimentation. Et ça, c'est ce qui devrait optimiser votre récupération tout en ayant une hydratation adaptée. Voilà. Super. Donc, on conseille de faire du sport. Sur la partie donc récupération, toujours ce qu'on venait de dire. Est-ce que il faut se coucher absolument à des heures fixes ou pas? Alors non. Non, ce qui est important, c'est l'heure de lever qui doit rester fixe. Par contre, on l'a dit, le temps de sommeil va évoluer, pas énormément, mais va évoluer en fonction de l'activité de la journée et également en fonction de la saison. Quand il y a plus de lumière, on a tendance à dormir un tout petit peu moins. Donc, du coup, allez vous coucher. Quand vous ressentez la somnolence, n'allez pas vous coucher à heure fixe. Donc, les signes de la somnolence, ça va donc être bien ce bâillement ou alors les yeux qui piquent, les frissons, ou quand vous commencez à piquer du nez, ou alors encore lorsque vous lisez 4 fois la même phrase sans plus la comprendre. Bon, voilà, c'est tout. C'est qu'il faut aller se coucher. Super. Si on part un petit peu sur des sujets sommeil pur, parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions liées au sommeil et au sport. Quelles sont les bonnes habitudes que tu conseillerais de mettre en place? Alors, de manière générale, on va sûrement répéter un peu ce qu'on s'était dit, mais parce que c'est important de le redire de manière simple Claire. et D'accord. claire.
Alors, pour un bon sommeil, on va dire il y a 5 points et un point optionnel. Le premier point, c'est garder des heures de lever les plus régulières possibles. Allez vous coucher plutôt régulièrement, mais en fonction de la somnolence. Ensuite, attention à vos excitants. N'en consommez pas après 14 heures, café, thé, coca. Attention aux écrans, pas dans les 2 heures avant d'aller se coucher. Tablette, téléphone, ordinateur. Attention à bien maintenir une activité physique et sportive pour un bon sommeil. Et le dernier point, plutôt optionnel, si vous ne vous endormez pas dans les 20 minutes, ressortez de votre chambre, reprenez une activité calme jusqu'à ce que la somnolence revienne et retournez vous coucher à ce moment-là. Voilà, ça c'est les points importants de base pour avoir un bon sommeil, que l'on soit sportif ou non d'ailleurs. Voilà. Super, merci d'avoir résumé tout ça. On a aussi une personne qui nous parle de ses insomnies et qui se demande si on peut vraiment en guérir d'insomnie chronique. Est-ce que c'est possible médicalement parlant? Est-ce qu'on a des personnes qui sont complètement remises de ces épisodes? Encore une fois, moi je viens pas pour parler de l'expérience, je viens pour parler des études scientifiques. Et donc les résultats, c'est 80% d'efficacité sur ces méthodes au niveau international. Donc c'est pas français, hein, c'est international. Donc cette méthode est recommandée par la Haute Autorité de Santé, par la Société européenne de sommeil et par la Et Société là, tu américaine parles de la thérapie cognitivo-comportementale. de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, les résultats de la thérapie cognitivo-comportementale au niveau international, c'est 80% d'efficacité. Alors là, sur Charles, on va pas se mentir, il y a quand même un filtre financier. Donc, les résultats semblent beaucoup plus intéressants sur Charles que sur les études. Parce que voilà, les gens qui viennent sur Charles sont motivés et font l'effort de faire l'achat. Donc, du coup, il semble qu'on ait de meilleurs résultats sur Charles que sur les études. Mais voilà, à confirmer. Je vous remets le lien du programme sommeil pour ceux que ça intéresse. Alors après, pour répondre très clairement, les gens qui font de l'insomnie ont des prédispositions à faire de l'insomnie. Donc la thérapie permet de corriger, permet de grandement améliorer, mais ces personnes referont de l'insomnie à l'occasion d'un stress, mais grâce à la thérapie, sauront la gérer et feront de l'insomnie ponctuelle, pas de l'insomnie chronique. C'est ça qui est important. Elles sauront gérer leur sommeil pour ne plus retomber dans l'insomnie chronique. Super. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la température idéale dans une chambre? À quelle température c'est recommandé d'avoir sa chambre? Ouais, je peux le dire, mais on a dépassé le temps de la thérapie. Là. Non, je déconne. Alors, non, bien sûr, c'était de l'humour. On est là au moins jusqu'à 13h30, il n'y a pas de souci. Non, l'idée, la température de chambre recommandée, c'est autour de 18-19 degrés. Donc, selon les études, c'était plutôt 18-19 degrés. Mais on peut descendre jusqu'à 17, 16, ça commence à être un peu froid. Au-delà de 21, ça commence à être fort chaud et on commence à avoir un retard d'endormissement. Donc, température recommandée, 18-19 degrés. Alors, quels sont tes conseils quand on est dans des épisodes de canicule? Est-ce qu'il faut dormir avec le ventilo sur soi? Est-ce qu'il faut allumer la clim? Qu'est-ce que tu nous recommandes? L'idéal, alors en période de canicule, en période de canicule, la difficulté, c'est que pour s'endormir, il faut perdre 1,5 degré de température corporelle. Lorsqu'il fait trop chaud pendant les canicules, on n'arrive pas à évacuer ce degré de température, on n'arrive pas à s'endormir. Donc, une des premières choses, c'est peut-être d'essayer d'aider l'organisme à baisser en température par une douche tempérée, mais il faut qu'elle dure au moins 10 à 15 minutes. Hein. Parce que si vous mettez juste un coup d'eau froide, vous allez trembler. Trembler va faire augmenter la température corporelle et ne va pas la faire baisser. Donc, il faut au moins un petit 10 minutes à quart d'heure sous une douche tempérée pour baisser la température corporelle. Ensuite, ce qui peut être proposé, c'est bien sûr de ventiler la maison la nuit et de bien fermer les volets pour garder la fraîcheur la journée. Le ventilateur, pourquoi pas, mais il faut savoir que ça assèche un petit peu aussi au niveau de la peau. La climatisation, pourquoi pas, ça peut être une option. Mais bon, c'est une option coûteuse, donc on ne peut pas la proposer facilement. Voilà pour les différents éléments qu'on peut proposer. Et surtout, ne mangez pas trop lourd, ne buvez pas trop d'alcool lorsqu'il y a des canicules, parce que manger lourd a tendance à consommer plus d'énergie, à faire monter la température corporelle et donc à réchauffer plus qu'il ne le faudrait. Voilà. Autre sujet, on voit fleurir beaucoup de compléments alimentaires et on nous parle notamment de la mélatonine. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer ses bienfaits et la posologie recommandée, on va dire, de manière générale?
Alors, encore une fois, c'est pas, je me cache derrière les recommandations qui ont été faites sur le sujet, hein. Alors, la mélatonine en libération immédiate dans les compléments alimentaires n'a pas d'intérêt dans l'insomnie chronique. C'est ce qui est marqué dans les recommandations. Seule la mélatonine à libération prolongée, donc ça s'appelle le circadin, peut avoir un intérêt dans l'insomnie chronique en cure courte de 6 semaines. En complément de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est ce qui est noté dans les recommandations. Les compléments alimentaires, donc du coup, peu d'intérêt. La mélatonine à libération immédiate n'aura d'intérêt que chez les personnes qui font des voyages avec des décalages horaires importants. Ça peut aider à recaler l'horloge biologique dans ce contexte-là, mais pas pour l'insomnie, ça n'a pas d'impact. Voilà. Super. Et concernant les somnifères, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en fait? Quelle est la recommandation? Est-ce qu'il faut en prendre au long cours? Au contraire, pas sur du long Alors, terme? les somnifères ne sont pas de mauvais médicaments, hein, qu'on se le dise, si on respecte leur indication. Et l'indication des somnifères, c'est de les prendre sur une courte période dans l'insomnie ponctuelle. Donc, ça veut dire que si vous prenez une fois de temps en temps un somnifère, pas de problème. Le problème, c'est lorsque l'on prend des somnifères tous les jours, au bout de 4 semaines, il apparaît ce que l'on appelle une accoutumance. Ça veut dire qu'il faut augmenter la dose pour maintenir l'effet. Sauf qu'à partir d'une certaine dose, ça devient mortel. Donc, on n'augmente plus les doses. Et ça, c'est pour à peu près tous les somnifères. Et ensuite, il y a une gamme de somnifères spécifiques que l'on appelle les benzodiazépines ou apparentés. Eh bien, ceux-là, au bout de 4 semaines, développent en plus une dépendance. Ça veut dire que non seulement ils ne sont plus utiles, mais vous ne pouvez plus les arrêter parce que vous avez la dépendance et vous avez des signes de manque si vous essayez de les arrêter. Je vais prendre un exemple. Lorsque l'on fume, eh bien, on a une dépendance à un produit qui est excitant, le tabac. Et lorsque l'on arrête de fumer, on arrête un excitant. Donc, on devrait mieux dormir. Néanmoins, on fait plus d'insomnie quand on arrête de fumer. Donc, c'est bien des insomnies liées au manque. Alors qu'on arrête un excitant, on devrait mieux dormir. Donc, c'est le manque qui fait qu'on dort mal. Pour les somnifères, eh bien, le problème, c'est lorsque l'on arrête le somnifère une fois, on a une insomnie liée au manque. Donc, on se dit, ah, c'est parce que je n'ai pas pris mon somnifère. Il faut vite que je le reprenne. Il est toujours efficace. Eh bien, non. C'est une insomnie liée au manque, pas liée à l'absence d'efficacité du somnifère. Donc, il est important, effectivement, d'arrêter ces traitements, mais il est très difficile de les arrêter seuls. Pour les arrêter de manière efficace, il est recommandé de réaliser cette fameuse thérapie pour améliorer la qualité de sommeil. Autrement dit, on propose de mieux dormir avec le somnifère, puis ensuite de continuer à bien dormir sans le somnifère. Mais il faut passer par cette étape de bien dormir pour pouvoir l'arrêter progressivement. L'arrêter progressivement, c'est sur 6 à 12 semaines, et ça se fait facilement si on dort bien avant, grâce à la thérapie, par exemple. Voilà. Très clair. Maintenant, je sais que tu parlais tout à l'heure du bienfait des siestes journalières. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce qu'il faut en faire forcément? Est-ce qu'il faut se forcer à en faire? Combien de temps est recommandé? Bon, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Qu'on est pile poil dans le moment où il faut que je fasse une sieste, donc effectivement on va s'arrêter. Non, bien sûr. Alors encore une fois, les études scientifiques sur le sujet sont assez claires. On a dit que notre horloge biologique déterminait les périodes où on était le plus vigilant et où le sommeil sera le plus facile et où la sieste sera donc la plus récupératrice, on va dire ça comme ça. Donc les études sont claires sur le sujet. Une sieste de 20 minutes, ça permet de récupérer, d'augmenter la vigilance et d'augmenter les performances sur l'après-midi. Une sieste de plus de 30 minutes fait rentrer dans le sommeil profond. Et donc, du coup, le réveil peut être plus difficile avec ce qu'on va qualifier d'ivresse de sommeil, d'éveil confus quand la sieste est trop longue. En plus, on va prendre du sommeil sur la nuit à venir. Donc, la nuit à venir, on risque de faire plus d'insomnie ou plus de réveil. Et les performances ne seront donc pas meilleures pour l'après-midi. Entre 20 et 30 minutes, ben là, on est dans une zone où ça dépend un peu de chaque personne. Donc, il est conseillé de réaliser une sieste de 20 minutes. C'est bon pour les performances et pour la vigilance. Il est déconseillé de réaliser des siestes de plus de 30 minutes qui peuvent être mauvaises pour la nuit qui suivent et en plus nous rendre moins vigilants si on se réveille confus après ces siestes longues.
Voilà. Le moment idéal pour les faire, eh bien, c'est plutôt entre 13 et 15 heures lorsque l'on a un rythme classique. Après, pour les travailleurs de nuit, on propose de le faire plutôt dans une petite demi-heure, dans les 2 heures avant la prise de poste, par exemple, pour augmenter la vigilance sur la nuit. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tout à fait. Et on a reçu aussi une question qui revient assez régulièrement. Quel est l'avis, on va dire, scientifique au regard du CBD sur le sommeil? Excuse-moi, ça a coupé. L'avis scientifique au regard? Du CBD, sur le CBD, Alors, qui est donc... CBD, j'ai pas d'études scientifiques à l'heure actuelle sur le CBD. J'en ai sur le cannabis dont il est dérivé. Le cannabis a tendance à diminuer la sécrétion de mélatonine, donc il rendrait les gens consommateurs plus couche-tard, lève-tard. En parallèle, il faciliterait l'endormissement et il augmenterait le temps de sommeil profond et diminuerait le temps de sommeil paradoxal. Alors ça, c'est pour être très scientifique, pour dire, voilà, il y a un impact sur le sommeil, c'est clair, du cannabis. Le problème, c'est que quand les gens arrêtent, ils font beaucoup plus de sommeil de rêve et de rêves bizarres parce que justement leur sommeil paradoxal réaugmente. Le problème du cannabis, c'est qu'il y a des effets secondaires qui sont problématiques, avec notamment des effets psychiatriques qui font qu'il n'est pas conseillé dans le sommeil à l'heure actuelle. De plus, l'inhalation de produits brûlants est facteur de difficultés respiratoires et de troubles du sommeil. Donc, le cannabis, pas recommandé dans le sommeil à cause de ses effets secondaires. Le CBD, j'ai pas encore les infos sur le sujet, en tout cas scientifiquement avéré. Ok. Et concernant l'alcool, justement, tu disais tout à l'heure que pendant les périodes de canicule, faut éviter de manger gras et de boire de l'alcool. Qu'en est-il, on va dire, sur des périodes normales? Est-ce que l'alcool favorise le sommeil ou au contraire Alors, peut avoir des effets négatifs? L'alcool est un faux ami, effectivement. Alors, l'alcool est un faux ami parce qu'il peut favoriser l'endormissement, mais il va rendre le sommeil plus léger, donc moins réparateur. Et ensuite, il va entraîner des réveils en deuxième partie de nuit avec des insomnies de deuxième partie de nuit. Donc, l'alcool est plutôt à éviter et il suffit d'un seul verre d'alcool pour créer toutes ces difficultés. Donc, l'alcool, plutôt mauvais pour le sommeil. Il n'a aucune vertu sur le sommeil. Alors, effectivement, je vais rebondir. Les réveils entre 3 et 5 heures du matin, habituellement, c'est l'alcool, l'apnée, l'anxiété. Et depuis peu, on sait aussi les douleurs. On est plus sensible à la douleur entre 3 et 5 heures du matin. Donc, si vous vous réveillez souvent dans ces horaires-là et que vous ne consommez pas d'alcool, bon, ça peut valoir le coup de consulter. Voilà. Et du coup, même à petite dose, l'alcool ne peut pas être bénéfique. Non, j'aimerais bien, j'habite Dunkerque, hein, donc autant dire que, mais non, ça n'a pas de vertu, l'alcool sur le sommeil, même à petite dose, il n'a pas de vertu sur le sommeil. Super. Et est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu les cycles du sommeil? Parce que tu parlais du sommeil paradoxal, etc. Est-ce que tu peux nous, en quelques mots, réexpliquer un peu le cycle Bien que l'on sûr. traverse lorsqu'on dort? Alors, globalement, on va s'endormir dans un sommeil que l'on va qualifier de lent léger. Donc, c'est plutôt une transition. Donc, d'abord, le sommeil de stade 1, c'est lorsque l'on passe de je m'endors, enfin de je suis réveillé à je m'endors. C'est hop, on glisse. Ensuite, on est au tout début de l'endormissement, c'est le sommeil léger de stade 2. On entend encore un peu ce qui se passe, mais on est déjà à moitié endormi. Ça, c'est le moment où vous vous endormez devant la télé, vous ronflez, votre femme qui vous dit hey, tu ronfles, et vous qui répondez pas possible, je dors pas. Et bien là, c'est que vous êtes endormi, vous êtes en sommeil léger de stade 2, parce que pour ronfler, il faut dormir. Vient ensuite le sommeil profond et réparateur, celui dont on parlait tout à l'heure. Le sommeil profond, c'est le sommeil pendant lequel on va sécréter l'hormone de croissance qui va permettre de synthétiser les protéines nécessaires à la récupération physique. Donc c'est le sommeil que l'on va considérer comme étant le plus réparateur, notamment sur le plan physique. On va aussi consolider une mémoire pendant ce moment-là. On avait dit que c'était la mémoire plutôt verbale. Vient ensuite le sommeil paradoxal, dit le sommeil des rêves. Alors pourquoi paradoxal? Parce qu'en sommeil paradoxal, le corps est complètement paralysé, mais le cerveau, lui, il tourne à plein régime. Ça va être notamment le sommeil des rêves. Et c'est aussi pendant ce sommeil qu'on va récupérer là sur le plan psychique et également que l'on va consolider la mémoire procédurale. On va dire ça comme ça. Donc, ces cycles, ils durent en moyenne 90 minutes, 60 à 90 minutes selon les personnes, et on va en faire 3 à 6 par nuit. À la fin de chaque cycle, on peut avoir un petit éveil qui est normal. Habituellement, on ne s'en rappelle pas. Parfois, s'ils sont trop fréquents, trop longs, on s'en rappelle, et là, ça peut être source d'insomnie, et là, il faut
potentiellement consulter s'ils sont gênants et trop longs. Voilà. Comment savoir si on a bien respecté, on va dire, la répartition des différents cycles? Ça se ressent tout de suite le matin? Est-ce qu'on se réveille fatigué? Est-ce que c'est Alors, sur le long terme? on n'a pas, en vrai, on va regarder la succession des cycles, mais si on a des cycles désorganisés, c'est qu'il va y avoir un trouble du sommeil derrière, de type éventuellement apnée du sommeil, mouvement périodique. L'insomnie va aussi un petit peu désorganiser les cycles. Donc voilà, j'avoue que je cherche pas une désorganisation des cycles. Quand je la vois, je sais qu'il y a un problème. Ok. On a aussi un sujet autour de la dette de sommeil et notamment sa définition. Qu'est-ce que c'est une dette de sommeil? Une privation de sommeil, c'est lorsque l'on dort moins que ce dont on a besoin. Donc, je ne peux pas dire que dormir 6 heures, c'est une dette de sommeil. Si vous êtes un court dormeur et que vous avez besoin de 6 heures de sommeil, vous n'êtes pas en dette de sommeil. Si par contre, vous êtes un moyen dormeur et que vous dormez 7-8 heures et que vous ne dormez que 6 heures habituellement, eh bien là, vous avez une privation de sommeil d'1 à 2 heures. La dette de sommeil, elle est cumulative. Ça veut dire que si vous dormez, si vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous dormez que 6 heures tous les soirs, eh bien à la fin de la semaine, il va vous manquer 10 heures de sommeil, l'équivalent d'une nuit blanche. Donc, il est important de respecter ses besoins, notamment pour éviter d'avoir une nuit blanche dans les jambes, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas le plus en forme dans ce cas-là, on n'est souvent pas le plus diplomate et les risques d'accident sont importants. Est-ce que si jamais on dort peu une nuit, par exemple samedi soir on fait la fête, on se couche à 4 heures du matin, est-ce qu'il vaut mieux du coup se coucher à 18 heures le dimanche soir ou au contraire essayer de maintenir, on va dire, un coucher aux heures habituelles? Alors, je vais te faire une version courte et une version longue, enfin si j'oublie pas. La version courte, on va le dire simplement, quand on se fait une dette de sommeil, quand on se génère une dette de sommeil, ben, on génère une dette. Et comme toute dette, il faut la payer. Alors moi, j'aime bien dire qu'on la paye cash ou à crédit. Si vous vous levez habituellement à 7 heures le matin et que le lendemain de fête, vous vous levez à 13 heures, eh bien, vous allez avoir 5 heures de décalage horaire, comme quelqu'un qui va traverser l'Atlantique en avion. Et donc, du coup, on sait que lorsqu'on va traverser l'Atlantique en avion, on va se prendre un décalage horaire. Ça surprend personne d'être plus fatigué pendant quelques jours et d'avoir plus de mal à retrouver le sommeil pendant quelques jours. Eh bien, oui, on dit qu'il faut 1 jour et demi par heure de décalage horaire lorsque, après une grasse matinée, on doit se coucher plus tôt et se lever plus tôt. Donc, vous vous couchez plus tôt. Non, pardon. Vous avez fait la fête, vous êtes levé plus tard. Il vous faut 5 à 7 jours pour récupérer de votre dette de sommeil. Ça, c'est la version où vous payez à crédit. L'autre version, là où celle où vous payez cash, eh bien, vous vous levez à la même heure. On ne décale pas de plus de 2 heures, hein, j'exagère, mais on se lève à la même heure, plus ou moins 2 heures. Et dans ce cas-là, la journée, elle est difficile, mais le lendemain soir, vous pouvez aller vous coucher plus tôt quand vous sentez la somnolence. Et là, vous allez avoir plus de sommeil profond, vous allez plus récupérer, et le lendemain matin, votre horloge biologique, elle sera restée à l'heure, donc vous allez vous lever naturellement, et le surlendemain, vous vous endormirez normalement et naturellement, vous aurez payé votre dette de sommeil cash, sans décaler l'horloge biologique en un jour ou deux. Voilà. Super. On a reçu une autre question je te la lis. Est-ce que les anxiolytiques peuvent être considérés comme des somnifères et y a-t-il aussi une accoutumance? Alors, les anxiolytiques, la différence entre anxiolytique et somnifère, elle se fait sur la durée d'efficacité dans le sang, en fait. Bien souvent, c'est le même genre de molécules, des benzodiazépines ou certains antihistaminiques. Et donc, les effets secondaires sont les mêmes que les somnifères antihistaminiques ou que les somnifères benzodiazépines. Donc, c'est juste une histoire de durée de vie dans le sang. Sauf que les anxiolytiques, pour le sommeil, c'est pas une bonne idée. Je vais prendre l'exemple du Temesta, il va rester jusqu'à 20 heures dans le sang. Donc, vous prenez un somnifère pour dormir à 22 heures, et bien le lendemain, et à 18 heures, il est encore efficace. Donc, votre journée, vous prenez le volant sous somnifère, vous faites votre journée sous somnifère, tout est plus difficile. De la même manière, pour tout ce qui va être Xanax, on est de l'ordre de 12 à 24 heures. Enfin, voilà, c'est les anxiolytiques pour le sommeil, c'est pas une bonne idée. Les anxiolytiques pour l'anxiété au coup par coup, là, ça devient intéressant. Mais si c'est tous les jours, vaut mieux passer sur un traitement antidépresseur. Mais là, je ne suis plus dans mon domaine. Il faut en discuter avec votre médecin traitant et avec votre psychiatre si vous en avez un. Et donc, est-ce qu'il y a une accoutumance à ces produits-là aussi? Alors, c'est exactement la même accoutumance que les benzodiazépines somnifères. 4 semaines, accoutumance.
Et est-ce que dans la thérapie cognitivo-comportementale, donc dans le programme sommeil que propose Charles, est-ce que on peut se faire aider sur ce sevrage si jamais on veut arrêter? Alors, dans le programme de Charles, j'ai clairement expliqué que je prenais en charge les sevrages des somnifères, les sevrages des anxiolytiques donnés pour l'anxiété. Non, il faut voir avec le médecin traitant ou le psychiatre qui l'a prescrit, parce qu'on n'est plus du tout dans la même indication. Et le programme est vraiment pour la prise en charge du sommeil, pas. Oui. On fait quelque chose de scientifique. C'est pas un programme qui va traiter tous les problèmes. Hein. Donc non, si vous avez un problème cardiaque, le programme ne va pas le gérer non plus. Non, on gère vraiment que le sommeil. C'est ça l'idée. Ok. Si mais en tout cas, anxiolytique pour dormir, non, c'est pas une bonne idée à cause du délai qui reste dans le sang. Et donc, il faut voir le médecin qui l'a prescrit pour voir avec lui comment diminuer. C'est ça. Alors, le problème, c'est qu'il y a une petite dérive, c'est que les somnifères ne peuvent être prescrits que pour un mois, tandis que les anxiolytiques peuvent être prescrits pour 3 mois. Donc, c'est pour ça que, de temps en temps, les médecins ont basculé d'un somnifère à un anxiolytique pour ne pas voir le patient tous les... Enfin, parce qu'ils ne pouvaient pas voir le patient tous les mois ou parce que le patient ne voulait plus revenir tous les mois. Donc, ça peut arriver aussi qu'il y ait eu cette bascule. Ok. Eh ben, super. Merci beaucoup pour tes réponses. Je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait reçues et je vous remercie de nous en avoir posé au fil du live. Vous pourrez retrouver le live complet sur notre chaîne YouTube d'ici ce soir. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous en tout cas. Merci pour les questions et merci pour votre attention. Merci Camille. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.